travaille avec des avocats au niveau international, des agents de la paix, et au niveau professionnel, dans mon corps de métier, on est des hauts cadres au niveau de l'exécution de la loi. Moi, ça fait 24 ans que je suis policier. Qu'est-ce que je vis? J'aurais jamais pensé que je vivrais une situation comme on est en train de vivre présentement. Je me demande à quel moment le policier ou la police, en fait, comme institution, va commencer à dire là, c'est assez. Il y a une ligne dans le sable et là, on ne va pas plus loin. Parce que depuis le début de tout ça, il y a des violations flagrantes des droits et libertés. Et le policier ou la policière ou l'institution elle-même, son but à la base, c'est de servir le citoyen. On a une charte. On a des droits, on a des libertés. Puis, je pense qu'ils sont en train de se faire mettre à côté pour justement arriver à un but que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un taux de vaccination de 100% ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais ça s'enligne pour ça. Ils sont en train de changer les goalposts. Il y a un contrat social qui a été établi avec le gouvernement. Et ce gouvernement-là se doit de respecter et protéger nos droits et libertés. Mais quand il ne fait pas, la police a quand même ce devoir-là à la base de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau international, il y a des articles de loi, ce qu'on appelle en anglais soft laws. Elles ont été adoptées par les Nations Unies et il y en a eu plusieurs. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence ou le cadre qui gouverne le travail policier partout dans le monde. Et on s'attend à ça d'une force de police. Bien entendu, tu joins la Sûreté du Québec ou peu importe, la police de Laval. Voici là ce que tu dois faire. Mais ces principes-là, ils sont intégrés dans nos codes d'éthique, dans nos Police Standing Orders. Ça fait partie de ce qu'on nous enseigne. Mais on ne sait pas nécessairement d'où ça vient. Et la plupart des policiers ne savent pas ça. Donc un document qui est très intéressant, qui s'appelle le Code de conduite pour les responsables de l'application de la loi, il a été adopté par les Nations Unies en 1979. Et l'article 2 de ce document-là dit bien « Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne. » Il faut contester. Dans tous les cas, notre pays est bâti là-dessus. Il y a des règlements, il y a des lois qui sortent, qui sont pris. Puis il faut contester. Il faut voir est-ce que ça va contre les chartes des droits de la personne. Puis c'est ça le processus qu'on a ici au Canada. C'est ça que je pense qu'il faut faire. Puis le problème, c'est que ça prend du temps et ça prend des ressources. Mais il faut le faire. Il faut qu'au moment présent, les personnes, ils refusent. Peut-être ils peuvent refuser, puis par la suite, le recours, c'est d'aller au tribunal. C'est ça le Canada, c'est ça le Québec. Parce qu'on demande aujourd'hui à un policier, mais c'est qui ton employeur? C'est la Sûreté du Québec, c'est la police de Montréal, c'est la police de... Non. Oui, tu es payé par eux, mais ton employeur, c'est le citoyen. Celui qui paie tes taxes, qui va aux élections, qui met un gouvernement qui est là et qui doit gérer dans son meilleur intérêt. S'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de taxes, on ne te verse plus d'argent, tu sais quoi? Tu n'as plus de paye. Donc, qui est réellement ton patron? C'est le citoyen. Cette distance-là fait qu'il y a une dissonance cognitive. On doit le rappeler, les curriculums de formation doivent être changés. Va mener ça au cœur de la pratique policière et dire « Attends une seconde, tu dois protéger le citoyen, pas juste le respecter ses droits. Tu dois protéger ses droits et ne connais pas ses droits. » On n'enseigne pas ça à l'école, à part peut-être quelques heures. C'est pas juste une question de respect, ça dit protéger. Et là, présentement, il y a une attaque systématique dans la plupart de nos droits. Et quand le gouvernement est responsable, ou semble responsable de tout ça, ça n'empêche pas que le policier a quand même ce devoir-là, il est imputable, ça fait partie de son travail.
donner des pouvoirs aux policiers de rentrer chez quelqu'un. Puis on ne parle pas d'action criminelle, quelque chose au code criminel. C'est juste de rentrer pour observer, pour voir s'il y a du monde s'il y a trop de monde dans votre logement ou dans votre résidence. J'ai eu peur. C'est crainte. J'ai dit, c'était incroyable le pouvoir qu'ils sont en train de penser de donner. J'espère que les policiers vont réfléchir avant de faire des actions automatiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on intervient? Et donc, quand on parle des différents droits qui sont violés, il y a le droit de travailler. Le droit de travailler, c'est un droit. On connaît tous la Déclaration universelle des droits de la personne des Nations Unies. Encore une fois, c'est comme en amont de nos constitutions nationales ou encore des amendements de nos constitutions ou encore de la Charte des droits et libertés. C'est des documents qui sont en amont. Nous, on s'est adapté à ces déclarations-là. Dans les droits qui sont reconnus, il y a le droit de travailler. Quand on est rendu qu'on nous demande l'obligation vaccinale, donc un code QR pour aller travailler, clairement, ce droit-là, il est violé. Combien de policiers savent ça? Combien d'autorités, même au niveau des parlementaires, combien d'entre eux savent qu'on a le droit de travailler? Je pose la question, je ne suis pas sûre qu'ils le savent. Ça n'empêche pas les policiers quand on lui dit « Écoutez, voici les droits qui sont violés. Il a le devoir de me protéger. » Si ça veut dire, il y a des façons de faire des actions, mais il y a aussi une inaction. L'inaction est également une action. Si le gouvernement dit qu'il va se passer telle ou telle chose, alors que j'ai la preuve que ce droit-là est enfreint, les policiers peuvent faire comme les policiers ontariens. Je pense que c'est hier ou avant-hier, les policiers ontariens, ils ont décidé qu'ils étaient pas pour mettre en application les mesures que le gouvernement leur a demandé de faire en lien avec le pass sanitaire. Ils ne vont pas l'appliquer, ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs droits qui sont violés. On compare le droit de travailler, la liberté de mouvement. La liberté de mouvement a été pendant un certain temps, on ne pouvait pas bouger d'une région à une autre. Mais ces policiers de l'Ontario, ils ont décidé, avec l'annonce de la mise en application du pass vaccinal ou sanitaire, qu'ils ne veulent pas appliquer les mesures que le gouvernement leur demande de faire. Donc de faire des vérifications, de faire des amendes si infraction. D'ailleurs, j'étais extrêmement content quand j'ai vu que les services de police ils disaient que non, nos policiers ne vont pas faire ces actions-là. Au Canada, à l'intérieur d'une même province, la liberté de mouvement, c'est fondamental. Ce qu'on a vu pendant les lockdowns, c'est qu'il y a eu des abus monumentaux. Ce qu'on appelle des expéditions de pêche au niveau légal. Le policier, lui, quand il t'arrête sur la route, par exemple, il va faire une vérification. Il va te traiter parce que tu as fait une violation ou tu es contrevenu à une règle. Par rapport au code de la route, mettons, tu as fait un excès de vitesse ou il a capté sur le radar. Il t'arrête, il a le droit de le faire. Il y a un constat qui a été mis et fin de l'histoire. Mais il a eu un motif raisonnable pour faire l'interception. À partir du moment où on voit les expéditions de pêche comme on a vu au Québec, entre autres, il y avait des policiers qui bloquaient la route, on voyait des voitures qui descendaient, on les arrêtait, puis on demandait aux occupants de la voiture « Et toi, tu habites où ?» Il n'y avait aucune violation du code de la sécurité routière. On demandait au conducteur « Toi, tu habites où? À quel endroit? Montre-nous ton permis. » Et on demandait aux passagers « Et toi aussi, montre-moi ta pièce d'identité. » En fait, c'est comme ça, on demandait aux gens où est-ce qu'ils habitaient et on constatait qu'ils n'habitaient pas au même endroit. Et bang, on pouvait donner un constat d'infraction. Ça, c'est une expédition de pêche. Il n'y en avait aucun motif d'intercepter et d'arrêter la voiture avant de l'avoir fait. On nous a enseigné très tôt à l'école de police, dans nos carrières, que c'était complètement illégal. Ensuite, il y a aussi eu des fouilles abusives. Fouilles abusives, c'est quand tu entres dans une maison, on donne un genre de mandat qui vise une certaine personne,
Donc on entre dedans, c'est une expédition de pêche. C'est pareil, on essaye d'obtenir des informations. Et toi, tu habites où? Et toi? Et toi? Puis c'était peut-être des membres de la même famille, mais il n'y avait personne dans le fond de viser spécifiquement sur le mandat. On n'a pas d'instrument pour ça. Un mandat d'arrestation, un mandat de perquisition, un mandat d'amener. Ça, c'est des mandats qui sont faits pour justement entrer dans une maison chez quelqu'un. Ben, il y a un nom qui est là, le nom de la personne. Il y a eu clairement un abus à ce niveau-là. Je parle au Québec. Ça s'est fait aussi dans l'ensemble du Canada et à bien d'autres endroits. Il y a eu des abus qui, maintenant, avec ce qu'on pourra avoir du pass sanitaire, va se répéter. Il y a une grande ligne dans le sable qu'on est en train de dépasser. Pensons-nous vraiment que ces mandats-là, ces tactiques coercitives, ces mesures, sont-ils raisonnables et conformes à la charte, à la Constitution canadienne? C'est ça, il faut se demander, c'est ça, il faut avoir cette discussion-là. Quand on parle de discrimination de classe de citoyens, ben là, on est en train de dire à une personne, c'est un droit fondamental de ne pas être discriminé. Et là, on dit qu'une personne ne peut pas avoir accès à un service ou une personne ne peut pas le faire sur une base d'une vaccination. C'est de la discrimination. Jusqu'où ça va aller avant que le policier se souvienne quelque part qu'il a le droit et le devoir de nous protéger. On parle de coercition. On le sait que dans les enquêtes, on va vers un juge. Et donc on établit des faits, on prend en considération dans une sentence et même de complément, de mettre de côté une cause s'il y a eu coercition. Et là, présentement, j'emmène peut-être un petit peu large là-dedans, mais je vais te dire, ça prendrait qu'un simple d'esprit pour ne pas se rendre compte qu'il y a coercition pour que les gens doivent se faire vacciner. Ça, c'est une violation au code de Nuremberg. Et tu vois, on peut penser, ah, c'est loin de nous, Nuremberg, c'est une autre époque. Mais non, l'histoire se répète. Et quand il y a eu des décisions qu'on appelle dans case law, il y a des décisions qui ont été rendues, c'est dans le but d'éviter de futures erreurs. C'est dans le but d'établir des bornes. Et là, ces bornes-là, elles ne peuvent pas être plus claires que ça. Et on laisse faire encore les abus. Pour moi, au niveau du droit international, vous savez qu'ultimement, il y a différents niveaux d'imputabilité. Nuremberg, c'est exactement ça ce que c'était. Il y a des gens, bien entendu, qui ont été de tristes acteurs de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui a été fait aux Juifs. Et donc, il y a des niveaux d'imputabilité. La personne qui dit, dans ce temps-là, c'était le soldat ou le membre de l'armée, il disait, moi, j'exécutais juste des ordres. Ça n'empêche pas que tu es imputable. Donc, si tu as une police qui dit, moi, je fais juste suivre les ordres, non. Mon cher, tu as un niveau d'imputabilité. Les menottes, c'est par procédure. Elle va être dans le bureau, elle va être dans l'auto, elle va s'identifier, elle va être libérée. Bravo. C'est tout. Bravo, elle est courageuse. Tu t'es pas engagé quand même dans la police pour faire ce genre d'intervention-là. Il faut le dire honnêtement, ça n'existait pas tout ça. Puis là, on vous impose de faire des trucs hors de qu'est-ce que toi, tu t'étais engagé dans la police pour. On s'adapte, monsieur. Après ça, il y a un autre niveau d'imputabilité. Tu es toujours responsable. Ça ne sera jamais une défense au niveau national ou encore au niveau international. Ça ne sera jamais une défense, comme on l'a vu dans l'histoire, de dire qu'on a seulement suivi des ordres. Non. Tu avais une action à prendre. Si tu savais qu'il y avait une violation du droit, tu te devais soit de refuser de faire l'action, de la rapporter, de démissionner, fais ce que tu veux. Mais si tu agis donc dans une action qui est illégale, si tu prends part à cette action-là, tu es complètement imputable de ça.
c'est ça que le gouvernement est en train de faire. Ils sont en train de dire, écoute, on passe ces décrets-là. Par exemple, le décret pour le 15 octobre pour les personnes, les professionnels. Ça m'inquiète quand je suis en train de lire des lettres que des employeurs sont en train d'envoyer à leurs employés. Que le gouvernement annonce la vaccination obligatoire, par exemple. Des employés, pour le moment, c'est dans le domaine de la santé. Il y a une date d'échéance pour se faire vacciner adéquatement, sinon vous pouvez perdre votre emploi ou vous allez être suspendu sans solde. Ça veut dire, tout ça, ça comprend que ils ne peuvent plus gagner leur vie, subvenir aux besoins de leur famille, payer les factures, et participer dans le relancement économique de Québec, de Canada. Le choix a été retiré. C'est le gouvernement, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que le monde, il faut comprendre. Ils ne nous donnent pas de choix. Le choix, c'est un choix, c'est leur choix. C'est soit vous faites ça ou vous ne le faites pas. Puis si vous ne le faites pas, c'est ça les conséquences. C'est ça qui est inquiétant. Entre-temps, il faut qu'on passe par les tribunaux. Il faut que quelqu'un conteste. Comme j'ai dit tantôt, il faut que quelqu'un conteste, voir est-ce que ça c'est justifié, voir est-ce que ces lois, ces décrets, ces mandats sont au niveau, est-ce que ça résiste? Est-ce qu'on peut enfreigner un droit à la liberté d'une personne pour appliquer ces lois-là? C'est pas le policier sur le terrain qui va décider ça. Lui, malheureusement, il faut qu'on a quelque chose à faire. On va y aller. Puis, j'espère que les policiers vont utiliser du jugement. J'espère qu'ils vont vraiment penser à leur serment, penser à la charte, faire une intervention, puis prenez le temps de bien décrire dans les rapports qu'est-ce qui s'est passé. Ça serait idéal. Il y a des défaillances au niveau de l'imputabilité, de la connaissance de l'imputabilité à différents niveaux. Et aussi, d'entrée de jeu, un des premiers commentaires que j'ai pensé, c'est que le policier doit se poser la question. Il a 3 questions qu'il doit se poser. L'acte que je vais poser est-il légal, premièrement? Deuxièmement, est-il nécessaire? Ça, c'est deuxièmement. Puis troisièmement, il doit se dire l'imputabilité, à qui elle revient? Et tout ça dans un côté considérant le côté éthique. Et on aura de tout ça avec ce qu'on appelle les mesures de précaution. Ça, c'est ce qui guide le travail d'un policier avant toute action. Je reviens à la première chose que j'ai dite. La première des choses, c'est l'aspect légal. Si le policier fait quelque chose qui n'est pas légal, il ne devrait pas le faire. Si c'est illégal, même si on t'a dit de le faire, tu ne le fais pas. Mais j'ai discuté avec des policiers, puis j'ai dit, mais vous voyez pas qu'on est en train de faire dommage, on est en train d'appliquer, on est en train d'aller contre notre serment d'être policier. On s'en va à l'École nationale de police, on apprend au cégep la Charte des droits et des libertés, puis ça reste en arrière de notre cerveau, puis on applique la loi. Et là, je suis en train de dire, est-ce que vous êtes au courant que dans l'Ouest Canada, il y avait 4 pasteurs qui sont fait arrêter. Il y a une église le service de police fédéral a fermé complètement. Ils ont mis des barricades, puis ils ont mis des policiers autour de la bâtisse, des meubles. Puis je vais vous dire, aucun policier avec qui j'ai parlé était au courant de ça. Ça m'étonne. On est Canada 2021, puis ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive dans notre pays. En Floride,
ce qu'ils ont fait à un certain moment donné, ils ont dit non, on joue plus le jeu. On joue plus le jeu. Puis ça, c'est arrivé dans quelques municipalités. Et ils ont dit non. Ce que vous me demandez de faire, c'est une violation des droits constitutionnels. Et comparativement à beaucoup d'autres forces de police du Canada, là, ou au niveau international, les policiers américains, ils portent serment sur la Constitution elle-même. Ils font serment de la protéger, de la respecter et de la protéger. C'est un serment qu'ils font. Et donc, quand les municipalités et donc ont demandé à leurs forces de police de mettre en branle certaines mesures dont le but était de faire respecter les mesures sanitaires, ils ont dit non. Et donc j'ai parlé à certains d'entre eux et ils ont carrément dit non, là ça va trop loin. Là, c'est une violation des droits constitutionnels. Donc si vous voulez aller plus loin avec ça, mettez-nous ça par écrit. Mettez-vous imputable. Écrivez-le. Dites-le que ce que vous me demandez de faire est constitutionnel et que vous nous obligez à le faire. Oups. Il y a eu changement. Il y a eu changement et donc il y a des gens qui ont laissé tomber. Et ça remonte jusqu'au chef de la police. Et on parle du niveau d'imputabilité qui sont revenus vers les autorités municipales pour dire « Écoutez là, ce que vous nous demandez de faire, c'est anticonstitutionnel, c'est à l'encontre des droits et donc, nous, on ne va pas le faire. » Et ils ont lâché. Ils ont lâché. Au Québec, je pense que les syndicats devraient parler. Local, ça serait d'aller parler avec le syndicat, voir... mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je ne sais pas. Je pense que les syndicats sont pris aussi entre l'art et le corset. On fait quoi? Il faut protéger les membres. J'espère qu'ils vont nous protéger. J'espère qu'ils vont se tenir debout. On va voir. Fait que, au niveau local, c'est ça. Je sais qu'il y a aussi un autre mouvement canadien, des policiers actifs et retraités qui sont mis ensemble, qui parlent. C'est une organisation qui les policiers peuvent aller voir c'est quoi cette organisation-là. Je sais qu'eux autres, ils actionnent. Il y a un recours contre le gouvernement, justement, contre les mesures qui sont contre la charte. Il y a des policiers qui pensent que c'est vraiment contre la charte. Puis, je pense à chaque policier, s'il y a des policiers qui écoutent ça, qui ne sont pas au courant, moi, je les encourage d'aller voir ça, cette organisation-là, ce mouvement-là qui s'appelle Police on Guard. Je ne parle pas pour eux autres, mais ça serait peut-être une idée d'aller voir c'est quoi. On va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il peut aller lire en anglais, on dit ça, the statement of claim. C'est quoi le litige contre le gouvernement? Ça fait que c'est écrit sur le site. Puis aller voir s'ils sont d'accord avec ça. Puis peut-être voir comment est-ce qu'il peut faire partie de ce groupe-là et voir vraiment c'est quoi l'idée là-dedans. Tu sais, se tenir debout. Indépendamment du niveau de la chaîne de commandement, au bout du compte, ce n'est pas le commandant qui fait la patrouille. C'est pas le commandant qui rentre dans la maison. C'est les policiers du bas de l'échelle. Et c'est eux, si eux ils décident qu'ils ne jouent plus le jeu, le château de cartes s'écroule. Moi, je pense que le policier, quand on lui donne une instruction et qu'il le sait, est-ce qu'il est sur la ligne ou est-ce qu'il est carrément illégal? C'est de son devoir, je crois, avant tout de questionner l'ordre et soit de prendre une action ou encore de prendre une inaction, mais dans le but de contrecarrer ce qu'on lui demande de faire quand il sait que c'est illégal. S'il n'est pas sûr, c'est à lui de s'en enquérir. Moi, je pense que c'est la base. Si tous les policiers disaient « on arrête de jouer le jeu », ça s'arrête. Ou les citoyens, ou les propriétaires de restaurants. Qui connaît ses droits?
qui connaît ses droits? Il n'y a pas grand monde qui connaît ses droits, mais si les gens connaissaient leurs droits et se disaient stop, ça reste encore la base. Parce que le pouvoir, notre pouvoir individuel en tant que constable, en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que propriétaire d'entreprise, la base, on ne peut pas remettre notre pouvoir de façon, aveugle à un individu ou encore à un gouvernement. On ne peut pas se libérer ou en fait donner notre pouvoir. On a ce pouvoir-là, il nous appartient. Donc, si on récupère, ou en fait on conscientise ce pouvoir-là, les choses peuvent changer. C'est ça la solution. Moi, comme policier, je ne peux pas aller demander à une personne, êtes-vous vacciné? Je peux pas. Mais écoute, je peux demander, mais je ne peux pas exiger une réponse. Il faut que le monde comprenne quelque chose. On peut poser des questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. J'espère qu'on n'utilise pas nos ressources policières pour aller dans des restaurants pour vérifier les passes vaccinales. J'espère qu'on n'arrive pas à ce point-là. Parce que si on arrive là, on est vraiment dans le trouble. Il y a des crises, il y a du monde qui a besoin, le service de police, à faire d'autres choses. Pas ça. J'espère qu'on n'arrive pas à ce point-là. Il y a discrimination. Non seulement au niveau international, il y a des protections, mais au niveau national aussi. Donc on parle du Canada ou au niveau provincial. Il y a des provisions légales qui empêchent la discrimination. Il y a plusieurs facettes, la religion, les croyances. Dans ce cas-là, ça pourrait être croyance. On ne croit pas bon de se faire vacciner. Ça peut être religieux, ça peut être tout simplement l'intégrité de la personne ou une condition médicale. Dans la Charte des droits et des libertés, l'article 1, c'est dans cet article-là qui nous protège, qui protège nos droits fondamentaux. On ne peut pas violer les droits fondamentaux, mais il y a une prévision un peu plus loin dans la Charte canadienne des droits et libertés, je crois que c'est l'article 4. Oui, on peut violer, mais pour des mesures exceptionnelles. Ok, là, je fais une parenthèse. Pour violer, en fait, atteindre ou limiter un droit fondamental, donc il doit y avoir une mesure exceptionnelle. À tout le moins, une mesure. On doit avoir une raison de le faire. Mais il y a un équilibre entre le pouvoir policier. En fait, quand on parle d'un attentat sur une mesure, peu importe le niveau d'autorité, il y a un pouvoir policier. C'est dans le pouvoir policier, il y a des considérations sur les faits, sur les droits de la personne. Et d'avoir une proportionnalité entre le besoin de la mesure policière et de conserver le respect des droits de la personne. Il faut vraiment qu'il y ait une atteinte. Il faut que ce soit absolument essentiel. Il y a ce ballon-là. Mais qui est l'arbitre pour établir que cette proportionnalité-là a été démontrée? Qu'effectivement, le passeport, ou peu importe que ce soit le PCR, qui est l'arbitre qui va déterminer que ce que le gouvernement, dans un pouvoir, dans une loi, ce qu'on demande est absolument essentiel et proportionnel pour faire face à une menace passée, présente ou future. Il doit y avoir une évaluation de cette proportionnalité-là. Donc, pour démontrer l'aspect de la Constitution, de la Charte des droits et libertés, pour répondre à l'aspect exceptionnel, on atteint les droits et on peut le faire lorsque c'est exceptionnel. Donc, il y a quelqu'un qui doit déterminer si on a atteint le seuil de ce qui est exceptionnel. Et ça,
Dans une cour de justice, en fait, le juge, il va regarder ce que je lui amène pour déterminer qu'effectivement, la mesure est proportionnelle au crime possible ou le crime qui est probable. Tu sais, j'ai des motifs raisonnables de croire. Donc, le juge est l'arbitre qui détermine ça. Dans le débat actuel, il n'y en a pas de débat, en fait. Il n'y en a aucun débat, en fait, dans lequel il y aurait un côté puis l'autre, puis il y aurait des experts qui pourraient échanger sur des points de vue médicaux, que ce soit scientifiques ou empiriques, qui sont capables de débattre ouvertement sur les mesures suggérées et leur applicabilité et leur nécessité. Donc, c'est la pensée unique. Et même lors du débat des chefs, même du débat politique, les gens qui veulent parler, on a complètement oblitéré l'autre côté de la médaille. Il n'y en a seulement qu'une, une pensée unique. Où est le débat? Qui peut être juge de l'aspect exceptionnel du maintien de ces mesures-là? C'est une débandade. Et on maintient l'état d'urgence. Encore là, maintien d'état d'urgence. Est-ce qu'il peut y avoir un débat sur le maintien de l'état d'urgence? Ça voudrait dire encore expert contre expert, données, études, point de vue. Donc, on va nulle part présentement de ne pas entendre, de ne pas voir, avoir un débat éclairé et libre. Il y a une censure. Il y a une censure d'un des deux côtés. Donc, tant qu'il y aura la censure d'un côté, il ne peut pas y avoir, en bon père de famille, une autorité qui est en mesure de juger de l'aspect exceptionnel de l'application de ce qu'on nous force dans la gorge depuis plus de 18 mois. Donc, il y a une débandade. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de possibilité d'avoir un arbitre qui est également, qui est alimenté des deux côtés de la médaille, la débandade, ça va continuer. Et je dis ce que je vois présentement. C'est pourquoi je constate simplement l'absence même d'une volonté d'aller vers là. Parlons du Québec. Regarde, dans les mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement, on parle de la santé publique. C'est les experts de la santé publique. Il y a aussi quand même des opinions qui ont été émises de la part de l'INSPQ qui parlaient de la non-nécessité de demander l'obligation vaccinale pour le personnel de la santé. Et malgré ça, ça a quand même été forcé. On garde le cap pour le 15 octobre. Officer out in California who hung up his badge over the vaccine requirement for all city employees. David Gutierrez served nearly 30 years in the San Jose Police Department, and he joins us now with more on his decision. Good morning to you. The consequences of me being here today is that I will be resigning from Victoria Police effective the end of this interview. Wow. Because the consequences of me coming out publicly would be dismissal. So I'm choosing to quit. And I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which my organisation that I love to work for is being used and the damage that it's causing in the reputation of Victoria Police and the damage that it's causing to the community. Denver police officers who are not vaccinated against COVID-19 now face being fired under the city's mandate. Yesterday, we heard the story of one officer who was forced to get the vaccine to keep his job and is now struggling to walk. Jose, you have been a police officer for 7 years. You served in the Army for 12 years. You have sacrificed so much for our country. You have 4 children, and now you're worried about your legs and if you're going to get better. How do you feel? Uncertain. I mean, I can't be outside with my... I'm sorry.
I can't be outside with my kids. We got soccer season. Jeez, I'm sorry. It's okay. It's life-changing, and the doctor says it could get worse before it gets better. And if I do get better, it's going to be years. So I always carry my kids to bed, and they're like, Daddy, I'm sorry. We understand. I can't imagine what you're going through. We'll just walk to bed. Il y a la Ligue des droits de la personne, des droits de l'homme, je crois, qui demande la fin de l'état d'urgence, ou à tout le moins, de l'expliquer son maintien. Ben, ces gens-là ne font pas partie du débat. Si on veut juste s'arrêter à la santé publique, est-ce qu'une personne saine d'esprit pourrait considérer que ces gens-là, ils ne connaissent pas les droits fondamentaux, les droits de la personne? Chacun sa tasse de thé. On est médecin, on est expert en santé publique. Est-ce que c'est possible qu'on ne soit pas au courant que dans les mesures qu'on souhaite appliquer, qu'il y a violation des droits de la personne? Si c'est de bonne foi, est-ce que ces gens-là oseraient répondre aux différents aspects qui sont touchés au-delà de la santé? Avec ce que je vois depuis très longtemps, depuis plus de 18 mois, je suis portée à croire qu'il n'y a personne là-dedans qui connaît les droits. La discrimination, en anglais, on dit cross-cutting, qu'on retrouve tous et que cette discrimination basée sur le statut vaccinal qui est basée sur le statut médical, si on avait fait ça il y a plusieurs années, ben écoutez, pour les gens qui sont atteints du VIH, mettons, on aurait dit ils doivent avoir un certificat qui prouve qu'ils sont entièrement protégés. Pour entrer dans un endroit, ils doivent montrer un certificat qui montre comme quoi ils suivent un traitement ou qui sont pas dangereux. Ben, on s'entend que c'est une minorité des gens qui sont atteints du VIH. Donc on dit, ok, les gens qui ont le VIH n'ont pas le droit d'aller dans les services. Et toutes les personnes qui n'ont pas le VIH, ils devront nous faire la preuve qu'ils ont la preuve d'un certificat ou encore un passeport qui démontre qu'ils n'ont pas le VIH. On serait monté aux barricades, on aurait dit, c'est inacceptable. Donc là, c'est le passeport vaccinal. On parle du Covid, ça reste quand même une situation pathogénique. On discrimine sur la base d'un pathogène, que ce soit le VIH, que ce soit le SARS-CoV-2, ça reste une situation pathogénique. On va discriminer quelqu'un sur une décision d'avoir pris ou pas un traitement médical, en l'occurrence ici la vaccination. Je vois que ça arrive au fédéral, que c'est passé au fédéral avec tous les employés fédéraux, ça inclut des policiers dans la GRC. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais qu'il y a un mouvement qui est en train de contester ça au fédéral. Fait qu'il faut qu'on attend ça. Il faut qu'on attend voir les résultats. Mais comme j'ai dit, ça prend des ressources puis ça prend du temps. Mais au moins, il y a un mouvement qui est en train de dire au gouvernement qu'on ne va pas accepter ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'en vient. Il y a la ville de Toronto qui, je ne sais pas comment ils trouvent ça. Ça a l'air que le service de police veut faire ça. L'association, les syndicats, ils contre ça. Je pense que ça peut venir. J'espère que ça ne vient pas. Puis j'espère que les services de police, les chefs, les syndicats, les policiers se mettent debout, pas pour aller contre l'idée ce traitement. C'est juste pour dire que je pense que ça va trop loin. T'sais, on est rendu quand même à... Ça a été déclaré en mars 2020. On est septembre 2021. Puis on voit pas les mondes qui sont en train de mourir. Tu sais, je vais pas le coin de rue, puis je vois que 3-4 personnes qui sont à terre,
il faut voir, j'aimerais savoir, il n'y a pas de statistique des services de police. Est-ce que les policiers sont malades? En général, ils sont en santé. Les policiers, on se garde en santé. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'il y a des statistiques qui disent policiers vaccinés, non vaccinés? Mais j'aimerais même pas répondre à cette question-là. J'aimerais pas l'idée que mon employeur me demande c'est quoi votre statut. Je ne pense pas que ça devrait être fait. C'est contre la charte. C'est contre la charte. Il n'y a pas une autre manière de voir ça. Tu peux pas dire on peut pas sortir oui, mais c'est la santé. Oui, la santé est importante, mais c'est vraiment contre la charte. Je soulève un point. Si la mesure avait commencé par les policiers plutôt que l'inverse, si on avait imposé la vaccination aux policiers en premier, on en serait où aujourd'hui? Pas aux gens qui rentrent à l'école, pas les gens à ceux qui rentrent à l'école et qui veulent une job, qui veulent s'acheter une maison, une voiture, pas les gens qui entrent dans l'école, qui veulent être dans la police, ils sont pas encore dans la police. Donc on leur dit, tiens, regarde, il y a une condition, ils veulent faire partie du corps de métier, ils veulent un emploi. Et comme moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être policier. Donc on veut faire partie de la police, on rencontre les conditions. Mais si on avait commencé par la police, les policiers actifs, et qu'on leur avait dit, vous devez être vacciné avant de l'appliquer aux autres, parce que vous êtes l'instrument de l'oppression. Vous êtes l'instrument par lequel on va vérifier si les gens se conforment aux mesures sanitaires. Si les gens se conforment par les différentes mesures mises en place, si les gens ils respectent les mesures sanitaires. Donc, comme vous êtes l'instrument de l'État, en fait, on vaccine les autres, on met des mesures comme ça pour faire une coercition, pour que les gens se vaccinent, et on termine par les policiers. Mais si ça avait été l'inverse, il faut se poser cette question-là. Il faudrait peut-être se la poser et se réveiller parce que ça va venir. Une fois que tout le monde est vacciné et que l'outil pour s'assurer que le monde est vacciné, il reste que lui, on va lui imposer. Moi, je vois quelque chose, possiblement une tactique. Moi, je vois pas ça comme banal. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, et non, il n'y a pas tellement longtemps, à Toronto, les policiers étaient dehors parce qu'ils refusaient. Ils ont fait une manifestation silencieuse pour refuser le passeport sanitaire. Donc, si cette mesure-là avait été faite il y a plusieurs mois, on en serait où aujourd'hui? On constate, pour les gens qui connaissent leurs droits et le respect des droits de la personne, on constate que, oui, il y a vraiment une déviance et une tendance qui devient extrêmement dangereuse. Quand on voit le taux de suicide, les faillites et tout ce qui se passe au niveau psychologique pour les individus, ce serait peut-être temps que la pièce de théâtre, elle s'arrête. J'ai vu une augmentation des appels de crise santé mentale, des personnes qui sont touchées par tout ce qui se passe présentement. La quarantaine, la forcément, le couvre-feu. Il y a du monde qui sont... il y a des cas d'anxiété, de dépression qui a augmenté. J'ai vu ça. Je remarque ça. Je remarque... Puis en parlant avec le monde, je suis surpris. Je suis surpris, oui et non, mais il dit on est tanné, on est à bout. J'ai fait... Il y a du monde qui ont suivi à la lettre. Qu'est-ce que le gouvernement demande? Puis ils sont à bout. C'est dommage. Je vois des familles qui sont en train de détériorer. C'est incroyable la souffrance que je suis en train de voir. Puis ça existe. Puis le monde, ils ne savent pas ça. Hein? C'est pas couvert dans les reportages. Puis je pense à les conférences de presse du gouvernement. Ils ne parlent pas de ça. Je pense même pas. Ça serait fun s'il sort peut-être, pas s'asseoir avec des policiers puis faire un quart de travail puis voir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive vraiment, concrètement? Le monde sont tannés. Il y a une peur de s'afficher parce qu'on ne sait pas combien d'entre nous pensent comme ça. Il y a une peur de s'afficher, il y a peur des représailles.
Il y a peur de ça aussi, oui. Il y a peur des représailles. Puis il y a aussi quelque chose de très basique. Il y a, ben écoute, j'ai une hypothèque à payer. J'ai joué le jeu parce que j'ai pas le choix. En fait, on pense qu'on n'a pas le choix. Ça n'enlève pas l'imputabilité, hein, pas du tout. Les policiers ne parlent pas beaucoup entre eux autres pour des choses comme ça. On reste fermé. C'est malheureux, mais on va voir juste quand ça pète. On va voir. J'ai vu que des collègues qui ont quitté parce qu'ils étaient fatigués. Ils ont pris un repos. Ils n'ont pas quitté le service de la police. Ils étaient fatigués avec tout ce qui arrive. L'application le service, les lois et tout ça. Et dans leur vie personnelle, ça fait un effet. Ça fait un effet. Fait que j'ai vu des policiers partir mais j'ai entendu des policiers qui sont partis en burn-out. Sont de retour progressivement. Puis oui, ça arrive. Je pense que c'est plus que d'habitude. Un message à mes collègues policiers qui vont peut-être écouter ça. J'aimerais qu'ils tiennent compte de leur serment. Prenez le temps d'examiner la situation actuelle. On nous demande d'appliquer des décrets qui restreignent les droits de la charte. Il faut se poser, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Je pense qu'on devrait avoir un discours entre policiers, devrait avoir un discours entre les groupes de travail, devrait avoir un discours concret dans un poste de police avec nos superviseurs, nos supérieurs. Il faut qu'on aborde ces questions-là. Fait que j'aimerais juste que les policiers pensent à ça. Puis prendre la bonne décision.